Laurine Narassiguin, bonjour. Bonjour. Eh bien non, le Parti Socialiste est bien vivant. Vous êtes la Absolument. secrétaire nationale donc à la coordination et aux moyens. Et aujourd'hui, au Parti Socialiste, il va se passer un événement important. Mais vu de l'extérieur, il est parfois un peu obscur. Alors décrivez-nous ce qui va se passer aujourd'hui au PS. Tout simplement, c'est le vote des militants pour choisir leur candidat ou leur candidate à l'élection présidentielle. C'est un congrès, une primaire, une Alors, ratification. c'est un vote interne, ce sont les militants qui vont voter. C'est ce qu'on faisait jusqu'à 2011 en fait. 2011, on a fait la première primaire citoyenne ouverte à tous. On a fait ça de nouveau pour les élections de 2017, en janvier 2017. Mais nous avons décidé, parce que nous avons constaté que peut-être la primaire n'est pas le meilleur, la primaire ouverte à tous n'est pas le meilleur choix selon la circonstance. La primaire doit être un moyen pour un objectif qui est de lancer une campagne présidentielle. Nous avons choisi de redonner le pouvoir aux militants uniquement. Comme en 2006. De choisir leur candidat. Alors, Stéphane Le Foll d'un côté, Anne Hidalgo de l'autre. Stéphane Le Foll se plaint qu'il n'y ait pas eu vraiment de débat, de confrontation organisée. Est-ce que vous le regrettez ? Alors, il n'y avait pas eu non plus dans le passé de confrontation, par exemple. En 2006, il y avait eu quelques débats télé Oui, entre c'est vrai. Strauss-Kahn, Ségolène Royal. Dans la tradition du Parti Socialiste auparavant, quand il y avait eu par exemple Henri Emmanuelli contre Lionel Jospin, personne n'a dit qu'il fallait un débat télévisé. En 95. Voilà, et donc je crois que ce sont deux candidats, et Stéphane Le Foll et Anne Hidalgo, qui sont bien connus des militants. Ils ont tous les deux des livres qui sont sortis, se sont souvent exprimés vis-à-vis des militants. Notre but, c'était de ne pas donner un spectacle d'affrontement entre camarades, parce que le but est de choisir aujourd'hui une candidature. C'était aussi ce qu'on reprochait, les effets pervers finalement des primaires qu'on a pu voir en 2017, c'est-à-dire que on fait du spectacle, on passionne les Français. Oui, mais on accentue des divisions qui sont parfois factices en réalité, parce qu'en réalité, quand vous regardez sur le fond, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux candidats. Il y a des approches de personnalité peut-être un peu différentes, de visions un petit peu différentes, mais globalement sur le fond, nous sommes d'accord. Et donc, le but, c'est pas de mettre en scène des différences, mais plutôt de trouver le moyen de rassembler les socialistes derrière leur candidat. Il n'y a pas tellement de suspense, c'est Anne Hidalgo qui devrait l'emporter, même si on va regarder le score. Oui, bien sûr, c'est aux militants de choisir, mais moi-même, je soutiens Anne Hidalgo, j'ai parrainé sa candidature et je crois qu'elle est favorite chez les militants, oui. Alors ensuite, que va-t-il se passer ? Vous êtes secrétaire national à la coordination et aux moyens. De quels moyens allez-vous disposer pour cette campagne présidentielle ? Alors nous avons fait tous les efforts nécessaires, parce qu'effectivement 2017 avait été une année très difficile pour nous, et nous avions dû prendre au cours des dernières années, des mesures de gestion très, très drastiques et qui ont parfois été douloureuses. Mais tout ça, c'est parce que nous voulons continuer à être un parti qui a la capacité de mener des grandes campagnes nationales, et en particulier pour les élections présidentielles et législatives. Et donc, nous avons les moyens, oui. On parle de 8,5 millions, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il faut pour le premier tour. Le reste étant apporté par le financement public. On sait qu'on peut dégager les moyens nécessaires, oui, pour pouvoir mener une campagne présidentielle digne de ce nom, et qui nous permettent vraiment de mener une vraie bonne campagne présidentielle qui permettent d'accéder au deuxième tour. Et ça commence vite avec des tracts, des affiches, dès ce week-end, une opération qu'on appelle Tous sur le pont, c'est ça ? Oui. Alors on a prévu de pouvoir, on attend bien sûr, parce qu'on s'est travaillé avec des imprimeurs qui peuvent faire des choses très, très rapidement. Donc on a prévu, une fois que les résultats sont connus, de pouvoir lancer des impressions très tôt demain matin, pour pouvoir, au moins dans des grandes fédérations du parti, des départements avec des grandes villes, des capacités d'impression rapide et de livraison rapide, de pouvoir avoir dès ce week-end des tracts et des affiches. Oui. Alors ensuite, il y a le défi de l'opinion. Judith le rappelait cruellement. C'est vrai que dans les sondages, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien pour Anne Hidalgo, entre 4 et 7. Comment la faire décoller ? Alors je crois que globalement, malheureusement, la gauche est faible. Personne ne décolle, à vrai dire, à gauche. Et je crois que on a un souci qui reste à la fois, c'est vrai, malheureusement, une fragmentation, ce que les Français perçoivent une fragmentation de la gauche, qui est réelle, et le fait qu'on a un paysage médiatique qui est aujourd'hui saturé par des thématiques qui ne sont pas vraiment les nôtres. Et donc c'est à nous de faire la démonstration qu'en fait, la réalité, c'est ce qui préoccupe les Français, sur leur pouvoir d'achat, par exemple, sur les questions de la crise économique, les questions de santé, les questions d'éducation. C'est à nous de faire la démonstration qu'on a des choses à proposer et qui sont beaucoup plus en phase avec ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Donc c'est un grand défi pour nous tous à gauche, je crois. Et maintenant qu'on aura, à partir de demain, un candidat, et donc j'espère plutôt une candidate officielle, nous pourrons nous déployer pleinement, ce qui n'a pas encore été le cas aujourd'hui. Par exemple, travailler 32 heures, en tout cas travailler moins, est-ce que c'est bien raisonnable comme proposition dans un redécollage économique fort et avec une Europe qui travaille plus que nous ? Alors,
Alors ça, c'est pas vrai. La réalité, c'est que la France est dans la moyenne de l'OCDE sur le temps de travail et qu'on est plutôt dans la moyenne haute sur la productivité. Donc il faut arrêter avec les mensonges que continue à perpétuer d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même. Il devrait le savoir. Il est le président de la République et en plus, c'est plutôt un spécialiste de l'économie. Donc on ne peut pas penser qu'il dit ça de manière, en ignorant les chiffres. Il essaie de perpétuer des mauvais clichés sur les Français. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, en particulier sur tous les métiers qui sont les métiers des classes populaires, les métiers qui sont en première ligne, et qui ont été en première ligne dans toute cette crise sanitaire, on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui la priorité soit d'augmenter leur temps de travail. On devrait plutôt regarder comment on augmente leur pouvoir d'achat, comment on augmente leur salaire. Anne Hidalgo a mis sur la table cette question de plutôt si on doit reprendre la question du temps de travail plutôt que de l'augmenter comme le souhaite Emmanuel Macron. Il faudrait plutôt regarder effectivement si on peut pas effectivement encore le diminuer, mais ça n'est pas c'est pas quelque chose qu'elle veut nécessairement faire passer par la loi, mais plutôt de le proposer à la discussion des partenaires sociaux. Mais la priorité, c'est moins le temps de travail, c'est plutôt la question des salaires. Alors, augmenter les salaires, ça sera dans le débat de la présidentielle. Pour le pouvoir d'achat, en ce moment, c'est le prix des carburants qui inquiète beaucoup les Français. Pourquoi proposer des baisses de taxes plutôt qu'un chèque énergie? Alors, il y a déjà un chèque énergie. Effectivement, ça peut être quelque chose qui est perpétué, ça peut être quelque chose qui est augmenté. Mais la meilleure façon quand même, parce qu'on voit bien le chèque énergie, il faut quand même aller le réclamer. Ce sont des démarches administratives, tout le monde ne le fait pas. On a toujours des problèmes avec ce genre de système. Nous, on a fait beaucoup de communication au Parti socialiste pour essayer de s'assurer que les gens qui ont droit au chèque énergie l'utilisent. Mais on sait que ce genre de dispositifs sont toujours sous-utilisés, et en particulier par les gens qui en ont le plus besoin, parce qu'ils savent pas, ils sont pas au courant, ils savent pas qu'ils y ont droit, ils savent pas quoi en faire, même quand ils reçoivent chez eux par la poste. Et donc, c'est plus simple. Voilà, on est plus sûr que ça touche tout le monde, et en particulier ceux qui en ont le plus besoin, quand on passe par une baisse de TVA. Yannick Jadot s'est retiré de la course en 2017 au profit du candidat socialiste d'alors, Benoît Hamon. Est-ce que lui rendre l'appareil, c'est une question qui se pose ou qui pourrait se poser dans la campagne en fonction de l'évolution des scores? Je crois qu'il faut qu'on puisse garder ouverte cette possibilité d'union de la gauche. Bien sûr, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse se rassembler derrière la candidate socialiste. Et évidemment, du côté des écologistes, ils pensent la même chose. C'est bien le sujet aujourd'hui. Moi, je pense, et nous pensons au niveau des socialistes, et nous l'avons démontré dans les élections locales, municipales, puis départementales et régionales, que nous sommes le parti à gauche qui, loin d'avoir disparu, au contraire, le premier très parti. Présent. Mais il y a une dynamique écolo aussi, on l'a vu dans les grandes villes. Oui, mais nous restons le parti qui a le plus d'élus locaux en France, et toutes tendances politiques confondues, y compris même par rapport à la droite. Et donc, nous sommes le parti qui sommes capables qui gérons des collectivités locales, qui vont démontrer notre capacité à gérer, à être dans l'exécutif, à prendre des décisions au plus près des Français et à gagner dans des territoires divers, et pas uniquement dans les centres urbains, mais aussi dans les zones rurales, mais aussi dans les zones périphériques. Et donc, la capacité du Parti socialiste à être une plateforme de rassemblement, pour nous, est plus forte. Mais c'est à nous d'en faire la preuve, bien sûr. Est-ce que cette question de l'union des gauches se posera en février-mars, quand on arrivera dans le dur de la campagne? Alors, j'espère qu'on pourra discuter avant, parce que moi, je regrette le préalable que mettent les écologistes aujourd'hui, de dire qu'y compris pour les élections législatives, on ne peut pas discuter tant qu'on ne s'est pas tous mis derrière Yannick Jadot. Je pense que c'est un préalable très regrettable. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir construire un rassemblement. Mais et j'espère donc qu'on pourra se mettre autour de la table très bientôt, d'abord pour discuter de ce que pourrait être un projet de gouvernement. Et j'espère que des discussions autour des législatives pourront amener aussi des discussions sur la présidentielle. Et on sait que, en fait, le temps est encore long. Il n'y a jamais eu aucun sondage en octobre qui a prédit les résultats des présidentielles. Et on sait par exemple que sur 2017, 65% des Français ont changé d'avis dans les 100 derniers jours. Voilà. Donc, la partie n'est pas jouée. Rien n'est joué. Un élu, la France Insoumise de Cachan, s'est insurgé contre la police en plein conseil municipal. Je croyais que le but de la police était de protéger la population et pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer. Comment réagissez-vous à cette déclaration? Est-ce qu'on n'a pas là une illustration des gauches irréconciliables? Je pense que sur les questions régaliennes, sur les questions de sécurité, il peut y avoir effectivement des différences. Je pense qu'il y a des situations en particulier, ce qui concerne la police municipale, qui sont différentes aussi selon les territoires et selon les besoins. Je pense qu'on doit d'abord s'assurer que la police nationale soit beaucoup plus présente dans des endroits où elle devrait être plus présente. En particulier, on sait qu'en Île-de-France, en périphérie parisienne, il n'y a pas suffisamment de police nationale. Mais
Après, il y a des délibérations chez les maires. Il y a bien sûr, il doit y avoir des sujets sur la formation. C'est important si des polices municipales vont être armées, que les policiers municipaux soient correctement formés, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Mais je ne crois pas que ça soit... et si on cherche les divergences, on va toujours en trouver. Il y aura toujours des différences entre les composantes de la gauche. Ça a toujours été le cas. Mais je crois qu'aujourd'hui, le socle commun est beaucoup plus fort que ce qu'il a pu être en 81, par exemple. Emmanuel Macron se rend en Seine-Saint-Denis aujourd'hui pour parler des Jeux Olympiques et pour disputer un match de foot. Les Jeux Olympiques peuvent sauver le 9-3, comme on dit. Alors, c'est vrai que je crois que les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront surtout en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est une bonne chose pour la Seine-Saint-Denis, mais je sais bien que Emmanuel Macron y aille faire le suivi. C'est important que l'État s'engage pleinement dans la réussite de ces Jeux Olympiques. Je trouve que c'est un peu tardif. Ça fait un peu cadeau de pré-campagne. Hein. C'est bien qu'on a besoin d'avoir des investissements dans des équipements, notamment, qui vont durer au-delà des Jeux Olympiques pour qu'effectivement ça profite à la Seine-Saint-Denis, mais on a perdu 4 ans en réalité. Ça fait 4 ans qu'on nous promet une grande loi sur le sport, ça fait 4 ans qu'on nous promet des investissements, pas que d'ailleurs sur les parties qui vont profiter des Jeux Olympiques, les parties de la France qui vont profiter des Jeux Olympiques, mais globalement sur toute la France. Eh bien, Corinne Narassiguin, merci, bonne journée. Merci.